Bonjour et bienvenue dans notre émission sur la santé. Merci de nous suivre avec fidélité. Merci de nous suivre pas à pas dans cette émission que nous avons commencé il y a déjà quelques temps. Alors nous l'appelons émission, programme, série, appelez-le comme vous voulez. Mais en tout cas, nous sommes ensemble et nous sommes ensemble pour un bon petit bout de temps. Nous n'allons pas vous laisser tomber comme ça. Nous allons continuer avec vous. Nous allons vous tenir par la main et nous allons continuer. Aujourd'hui, nous ouvrons un nouvel épisode, un nouveau chapitre, un nouveau volet de cette émission. Alors, nous avons pris pour texte de base, de référence, dans la parole de Dieu, car nous faisons toujours référence à la parole de Dieu en premier. Et vous l'avez compris, vous savez pourquoi. Dieu a créé ce corps. Dieu est le Dieu de la santé. Dieu est le Dieu de l'énergie. Dieu est le Dieu du bien-être. Et nous savons que dans sa parole, nous trouvons des conseils pratiques. Nous trouvons des conseils quant à comment fonctionne ce corps qu'il a lui-même créé. Alors aujourd'hui, nous avons pris comme texte de base le texte d'Exode 23 et le verset 25. Il est dit, « Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi, dit-il. » Alors, qu'est-ce qu'il dit? Autrement dit, il dit votre pain et il dit vos eaux, de l'eau. Alors, la boisson et la nourriture. Alors, nous prions et nous bénissons les aliments que nous mangeons. Nos aliments ont de plus en plus besoin d'être soumis à la bénédiction de l'Éternel. Nous avons bien conscience en priant avant de manger que nous ne sommes pas à l'abri d'un risque pour notre santé dans ce que nous mangeons. Et bien sûr, c'est pour cela que nous prions, nous rendons grâce, comme on dit. Souvent, ceux qui croient en Dieu rendent grâce sur leurs aliments. Déjà, ils sont reconnaissants d'avoir de quoi manger, car beaucoup de gens en ce bas monde n'ont rien à manger. Et dernièrement, on a entendu parler de l'Afrique, on a entendu parler du Soudan, de l'Éthiopie, etc. Nous voyons qu'il y a des personnes qui n'ont pas le minimum vital et qui meurent de faim. Donc bien sûr, nous prions et nous disons merci, nous rendons grâce à Dieu pour les aliments qu'il met sur notre table. Et ensuite, la deuxième idée dans cette prière, c'est de dire Seigneur, bénis ces aliments, qu'ils soient profitables pour nos corps et qu'ils fassent du bien à nos corps. Alors Dieu nous protège des choses que nous ne savons pas, parce que nous savons très bien que lorsque nous introduisons des choses par notre bouche, il peut y avoir un risque de maladie. Alors, les choses que nous ne contrôlons pas, que nous ne savons pas, nous prions et Dieu protège ces aliments que nous mangeons. Mais pouvons-nous prier et bénir des aliments que le Seigneur a interdit de manger? Ce ne serait pas très logique, n'est-ce pas? On ne pourrait pas décemment aller vers le Créateur avec devant nous une assiette où il y a des choses qui ne sont pas recommandables pour la santé et dire Seigneur bénis alors qu'il dit ne mangez pas ça. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance et si nous ne savons pas, alors la maladie nous sera épargnée jusqu'à ce que nous ayons appris à faire ce qui est bien. Alors les conséquences et les choix seront inévitables. Dieu ne peut pas bénir une nourriture qu'il a interdit de manger. Quand il dit mon enfant, par amour pour toi, je te dis que ça, c'est pas bon. Préfère manger autre chose que de manger ça. Nous ne pouvons décemment pas venir avec une assiette devant Dieu en disant bénis des choses que tu m'as dit de ne pas manger. Et bien sûr, on va quand même le manger. On a prié, on s'est dit ok, Dieu va faire les choses. Et après, on est quand même malade. On va dire mais Seigneur, pourquoi suis-je malade? Je suis malade alors que j'ai béni mes aliments. Mais c'est pas moi qui bénis les aliments. C'est Dieu bénit l'aliment qu'il a demandé de manger. Il bénit pas les autres choses qu'il a interdit de manger. Alors, toute transgression d'une loi physique est une transgression de la loi de Dieu, bien sûr. Jésus-Christ est notre créateur. Il est l'auteur de notre être. Il a créé l'organisme humain. Il est l'auteur des lois physiques au même titre qu'il est l'auteur des lois morales. Mais l'être humain est insouciant et négligent quant aux habitudes et aux actes qui concernent sa vie physique et sa santé. Et de ce fait, il pêche contre Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est le péché? Le péché, c'est de transgresser une loi. Une loi, quelle qu'elle soit. Parce qu'on parle souvent de péché quand on parle de Dieu, mais on n'associe pas souvent Dieu à toutes sortes d'autres lois, comme des lois physiques, comme des lois de la logique, comme les lois de la vie, de la santé. Action égale réaction. Si je prends un glaçon et que je le lâche dans un verre d'eau chaude, eh bien, il va disparaître le glaçon. Ça, c'est une loi physique. Quand je mets un glaçon dans un verre d'eau chaude, il disparaît, ils font. Et ça, ces lois-là ont été faites et dictées par Dieu. Alors, action égale réaction. Je mange quelque chose de néfaste, je tombe malade. Cette loi-là a déjà été établie par Dieu
de manière radicale et définitive. Donc ça veut dire que lorsque je ne fais pas ce qu'il faut, j'ai forcément les conséquences sur ma santé. Alors, j'appelle ça un péché. Pourquoi? Parce que c'est enfreindre une loi. Et chaque fois que j'ai enfreint une loi, j'ai péché. Le péché, c'est la transgression de la loi, de toutes les lois, quelles qu'elles soient. Pas seulement les 10 lois du décalogue que Dieu a écrites de sa main, parce que celles-là, il les a écrites de sa main, mais toutes les autres, il les a données, même s'il ne les a pas rappelées par écriture de sa main sur une table de pierre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, toutes les autres lois qu'il a aussi créées sont des lois physiques ou autres, ou morales, ou etc. Et chaque fois que j'ai enfreint une loi, j'ai péché. Le péché est la transgression de la loi. Alors, nombreux sont ceux qui prétendent aimer Jésus-Christ et qui ne témoignent ni révérence, ni respect pour celui qui donna la vie pour les arracher à la mort éternelle. Il n'est ni révéré, ni respecté, ni reconnu. Cette attitude se traduit par le mépris qu'ils manifestent à l'égard de leur propre corps. Vous voyez comment c'est sérieux? C'est très sérieux. Alors, je prends un ton sérieux pour le dire parce que c'est sérieux. C'est très sérieux parce que si j'enfreins les lois de la santé, si j'enfreins les lois du corps, Jésus-Christ a donné sa vie pour que moi j'ai la vie à mon tour. Mais ça ne peut pas marcher si je passe mon temps à enfreindre les lois de la santé, à violer les lois du bien-être et les lois qui feraient aller mon corps correctement comme Dieu l'avait prévu. Une transgression continuelle des lois naturelles équivaut à une transgression continuelle de la loi de Dieu. On l'a dit tout à l'heure, on l'a expliqué. La somme actuelle de souffrance et d'angoisse qui se constate partout, la laideur, la décrépitude, la maladie et la débilité physique qui submergent le monde d'aujourd'hui font de celui-ci, de ce monde-là, un vrai Lazaret par opposition à ce qu'il pourrait être et à ce que Dieu avait voulu qu'il soit. Dieu avait voulu un monde parfait. D'ailleurs, il n'a pas voulu un monde parfait. Il a créé un monde parfait. Il a tout donné, tout était déjà là et tout devait fonctionner d'une certaine manière. Mais nous voyons que la transgression de certaines lois font que les choses vont de manière différente et la malédiction s'installe de plus en plus et petit à petit, on le voit de toute façon dans ce monde aujourd'hui. La génération présente est affaiblie. Voilà les conséquences. Elle est affaiblie mentalement, moralement et physiquement. De plus en plus de nos jours, ce matin, j'avais quelqu'un qui m'a appelé, qui me dit, voilà, je suis en train de lire un livre, mais waouh, c'est tellement difficile à comprendre, je suis obligée de lire et de relire plusieurs fois les mêmes phrases pour comprendre ce que ça dit. Alors nous voyons qu'il y a une dégénérescence, il y a une dégradation quelque part au fur et à mesure qu'on avance. Les choses font que petit à petit, on se dégrade au niveau mental, au niveau moral, au niveau physique. Et toute cette misère s'est accumulée de génération en génération du fait que l'homme déchu a transgressé la loi de Dieu. L'entretien d'appétits pervertis conduit à commettre des péchés d'une extrême gravité. C'est un péché que de montrer un excessif laisser-aller dans le manger, le boire, le dormir et aussi dans ce que l'on regarde. Dans toutes les choses, on a parlé d'équilibre la dernière fois. Un équilibre doit être observé pour que les choses aillent bien. L'harmonieuse et saine activité de toutes les facultés du corps et de l'esprit mène au bonheur. Et plus ces facultés sont élevées et affinées, plus le bonheur est pur et sans mélange. Alors je ne saurais trop vous encourager que de désirer ce qui est haut, ce qui est élevé, pas ce qui est vil et qui rabaisse. Quand c'est vil et que ça rabaisse, ça n'apporte rien de concret. Essayez de tendre vers ce qui est haut, vers ce qui est noble, pur, propre et sain. Et non seulement vous irez mieux dans vos corps, dans votre âme, dans votre esprit, et vous aurez une plénitude de bonheur qui va avec. Le bonheur vient de ceux qu'on se sent bien, n'est-ce pas? Alors, lorsque nous savons être à l'écoute, le Seigneur nous montre nos erreurs et nous aide à reprendre le droit chemin. Nous l'avons souvent dit dans nos épisodes ici, que rien n'est jamais définitivement perdu. Ce n'est pas perdu. Ce que le Seigneur attend de vous, c'est que vous reconnaissiez que vous vous êtes trompé quelque part et que vous soyez désireux. C'est la partie la plus importante. Parce que je peux reconnaître ce qui fait mon malheur, dire, ah oui, ça, je sais que c'est pas bon, mais bon, que c'est pas grave, j'arrive pas à le faire. Par contre, si je suis désireuse qu'il opère le miracle en moi, il le fera. Si je suis d'accord pour le laisser faire, il fera en sorte que je sois propre, je sois pure, je sois saine, en bonne santé, équilibrée et que j'aille de plus en plus vers ce qui est haut et élevé plutôt de ce qui est vil et bas. Alors aujourd'hui, vous l'avez peut-être
pas compris, nous avons parlé au départ de nourriture et de boissons. Nous avons déjà fait une première partie sur les boissons en parlant de l'eau. Nous avons parlé de l'eau et nous avons ouvert un petit volet rapidement sur les autres boissons. Aujourd'hui, nous allons parler d'une boisson très populaire, une boisson très en vogue, quelque chose que tout le monde boit, ou presque tout le monde, ou beaucoup de gens en tout cas. Nous allons parler du lait et nous allons parler des produits laitiers aujourd'hui. Nous allons nous spécialiser sur ça. Alors voilà, je vais passer le flambeau à Cindy qui est avec nous. Bonjour Cindy. Bonjour maman. Et donc, à travers les questions, comme d'habitude, nous allons développer ce sujet-là qui est les produits laitiers. Alors Cindy, aujourd'hui, j'aimerais qu'on aille un peu dans le détail des produits laitiers. Comment présenter ce type d'aliments que sont les produits laitiers? Eh bien, les produits laitiers, comme leur nom l'indique, ce sont des produits qui sont issus du lait. À base de lait. Exactement. On appelle lait cette substance liquide qui est produite par la femme ou bien la femelle chez l'animal et qui sert de nourriture à sa progéniture. Donc, le lait est produit par les mamans. Alors, que ce soit les mamans animales ou les mamans humaines, le lait est produit par les femmes ou par les femelles en tout cas. Le lait est en effet le premier aliment que les mammifères connaissent. Et cela provient en général et idéalement de la mère directement, afin d'apporter donc à l'enfant qui est né, qui vient d'être né, le nouveau-né, tous les nutriments dont il a besoin pour construire son système immunitaire et sa flore intestinale. Les composants majeurs du lait maternel sont de l'eau à 87%, des glucides, donc du sucre à 7%, des lipides, donc du gras à 4%, et des protéines à environ 1%. Également, nous trouvons des micronutriments, qui sont des tout petits nutriments, à environ 0,5%. Donc, c'est vraiment une infime quantité. Cette composition évolue du colostrum des premiers jours vers le lait à maturité, mais varie également en cours d'allaitement, dans une même tétée. Par exemple, le lait que l'enfant commence à boire quand il commence à téter n'est pas le même que celui qu'il boit quand il finit de téter. C'est incroyable. Donc, il y a une progression. Exactement, ça peut changer de composition. Donc, sur 24 heures et selon également les besoins et l'âge du bébé, le lait va se transformer, va changer de composition. Le lait maternel est le meilleur des aliments pour le bébé car il est très riche en vitamines, en minéraux, en protéines, en glucides, lipides et en bonnes bactéries. C'est un aliment qui est complet pour le bébé. Mais revenons-en aux produits laitiers. Ils sont tous les produits qui sont dérivés du lait. Remarquons que lorsqu'on parle de produits laitiers, on parle en général de produits animaux. On parle de produits qui sont issus de la vache, de la chèvre, de la brebis, etc. On retrouve ainsi donc la crème, le beurre, le yaourt, le fromage et toutes leurs différentes variétés. Certaines personnes qui ne consomment pas de lait le remplacent par des boissons qui sont issues de céréales et de noix, telles que le riz, par exemple, le soja, l'amande, la noix de coco. On appelle communément ces boissons lait et on en tire également de nombreux produits dérivés. Mais en général, on peut également dire boisson. Certaines personnes n'aiment pas qu'on appelle, par exemple, le lait de soja du lait de soja. Ils aiment plutôt dire boisson au soja, boisson à l'amande, parce que pour eux, le lait, c'est vraiment le lait qui vient de la femelle ou la femme. Mais nous nous en tiendrons aujourd'hui donc aux produits laitiers des animaux. Des animaux. Alors, que nous apportent les produits laitiers? Comprenons que le lait de vache, ou de tout autre animal d'ailleurs, que nous consommons est du lait maternel. Comme on l'a dit, le lait c'est fait pour les bébés. Donc c'est une substance que le corps produit quand une femme est enceinte et quand elle a un bébé nourrisson pour pouvoir l'alimenter. Donc tout le lait que nous consommons, le lait de vache ou autre animal, c'est du lait maternel. Car les femmes donc ne produisent du lait seulement quand elles sont enceintes. Donc comme nous le disions plus haut, le lait maternel est un aliment qui est très très riche, il est rempli de vitamines. Donc pour la vache par exemple, il contient 3 types de nutriments principaux, les glucides, le sucre, les lipides, le gras et les protéines. Des sels minéraux tels que le calcium, le phosphore, des vitamines ainsi que l'hormone de croissance du veau, puisque le lait de la vache est destiné au veau. Le lait de vache contient également des vitamines A, D, E, K, des vitamines B2, B3, B12, etc. Et il est riche en calcium et en phosphore, nous l'avons déjà dit. Donc ainsi, certaines de ces vitamines vont se retrouver dans les produits laitiers, en différentes proportions bien sûr, parce que les produits laitiers sont faits avec du lait. Donc si le lait est riche en vitamines et minéraux, le yaourt l'est un petit peu moins. Le fromage blanc n'a plus de potassium et certains desserts lactés à base de lait ont 2 fois moins de calcium que le lait pur.
D'accord? Donc les fromages à pâte plus ou moins dure, du camembert au gruyère, peuvent avoir plus de 36 fois plus de sodium, donc de sel, que le lait naturel. Ces produits sont-ils réservés à une catégorie de personnes, les enfants par exemple? Il est vrai que le lait maternel, à la base, c'est un aliment qui est un aliment de choix pour les enfants, pour les bébés, d'accord? Car il répond à des besoins spécifiques de croissance chez l'enfant. Il est composé de plusieurs éléments essentiels. En revanche, si l'on s'en tient vraiment à l'exemple typiquement animal, on ne verra pas un veau qui est devenu adulte aller boire le lait de sa mère. D'ailleurs, un veau, quand il grandit, c'est plus un veau, c'est une vache, et on ne voit pas aller boire le lait d'une autre vache, ou le lait même de sa propre mère. Donc de même, chez l'humain, on ne verra pas une mère allaiter un adolescent. Donc comme nous dit l'apôtre, le disciple Paul dans la parole de Dieu, il y a un temps pour le lait et il y a un temps pour la nourriture solide. Donc le lait, c'est pour une période, et ensuite, quand on devient grand, on consomme une nourriture donc solide. Cela veut-il dire que le lait n'est pas un aliment d'adulte du tout? Est-ce que les adultes ne devraient pas consommer du lait? C'est une notion à nuancer. Notre Dieu, lui-même, a conduit son peuple dans un pays où coule le lait et le miel. Nous voyons qu'Abraham offrit de la crème aux 2 étrangers qui vinrent le visiter. D'ailleurs, on sait que ces 2 étrangers étaient des anges. Il leur offrit donc de la crème. David en mangea également avec ses hommes. Donc nous supposons donc que si le lait est un aliment de choix pour les bébés, les produits laitiers restent un aliment de plaisir pour les adultes, à consommer donc avec modération. C'est un aliment que l'on ne prend pas par nécessité ni besoin, mais par plaisir, parce qu'on aime bien. Mais attention aux effets nocifs, donc à consommer avec modération. Alors, ce que je retiens quelque part de ce que tu viens de dire, c'est que le lait de la vache est réservé au veau et le lait d'une maman est réservé à son petit. Oui. Et que le petit va téter jusqu'à un certain point et ensuite il va grandir et il ne va plus téter. Et que le veau de même va téter sa mère, donc la vache, et donc à un moment donné ne va plus téter. Alors, ce que je retiens, c'est que le lait de la vache, pourquoi le consomme-t-on pour le bébé? Parce que nous voyons que certaines femmes refusent d'allaiter leur propre enfant et leur donnent du lait de vache. Oui. Donc c'est comme un transfert d'une maman humaine vers une maman animale, c'est-à-dire qu'une maman humaine fait le choix de donner à son enfant le lait d'une femelle animale plutôt que son propre lait. Alors là, je n'incrimine pas quoi que ce soit, il y a des femmes qui ne peuvent pas allaiter, ça on peut comprendre. Il y a des femmes qui n'ont tout simplement pas de lait ou qui n'aiment pas trop le processus de l'allaitement, tout ça, ça peut se comprendre. Là, on fait le procès de personne. Par contre, à mon sens, je ne trouve pas logique que le lait, mon lait en tant que maman est réservé à mon bébé et que je laisse mon propre lait qui est bon pour mon propre bébé pour lui donner du lait d'un animal. Alors, c'est vrai que, comme tu dis, les circonstances font que parfois on ne peut pas allaiter. L'idéal, ce serait vraiment de donner son propre lait à son propre bébé. Mais parfois, les circonstances physiques font qu'on ne peut pas, ou même émotionnelles, ou peu importe la raison, certaines femmes font le choix de ne pas allaiter. Alors oui, le lait maternel, c'est le meilleur des aliments que l'on puisse donner à son bébé. Premièrement, parce que ça renforce ses défenses immunitaires. Deuxièmement, parce que ça le construit, ça lui donne vraiment... ça crée ce lien entre la maman et l'enfant et ça le construit physiquement, ça lui apporte tout ce dont il a besoin, c'est un aliment complet. Donc quand on ne peut pas le faire, c'est une tristesse, c'est pas vraiment... c'est dommage parce que c'est pas de gaieté de cœur parce qu'on sait vraiment que c'est le meilleur aliment. Donc certaines femmes ne peuvent pas et elles sont attristées de cela et elles font le choix d'opter pour un autre type de lait parce que elles n'ont pas le choix. Mais quand on peut, quand on a le choix, il est préférable donc de choisir son propre lait pour son propre enfant. Et quoi qu'il en soit, on a bien reconnu que le lait, donc, c'est vraiment le meilleur des aliments pour le bébé. Donc voilà pourquoi certaines femmes font ce choix-là. Voilà, c'est un choix, mais que l'on le fasse de façon éclairée et que l'on sache vraiment prendre toutes les considérations en compte et savoir quelle est la meilleure chose que l'on puisse faire pour son enfant. Alors, tu as parlé des bienfaits du lait et tu as fait référence à la parole de Dieu qui parle du pays où coule le lait et le miel et que nous voyons que des personnes donnaient en présent de la crème, du lait de chevreau, etc. Ça, c'était dans l'ancien temps, c'était dans le temps de la Bible. Le lait aujourd'hui est-il le même qu'autrefois? Est-ce que c'est exactement le même procédé ou est-ce qu'il y a à s'en méfier? Bonne question. Très bonne question, on va y arriver. Les méthodes d'extraction du lait ont très peu changé.
d'accord, si ce n'est vraiment la mécanisation. Mais les méthodes sont toujours les mêmes, c'est extraire le lait de l'animal pour pouvoir le consommer après. Les méthodes de conservation ont-elles beaucoup évolué avec l'arrivée donc de la pasteurisation et du lait, comme on dit, à ultra haute température, ce qu'on appelle le lait UHT. Ainsi, le lait et les produits laitiers peuvent se conserver donc plus longtemps. Mais le changement principal en ce qui concerne le lait et ses produits dérivés se trouve dans les méthodes de production. Avec l'appât du gain et l'envie de consommer toujours plus, l'homme a longtemps cherché des moyens d'augmenter le rendement de la production de lait. Tandis qu'une vache allaitante élevée donc pour sa viande, produirait naturellement environ 4 litres de lait par jour. Normalement, une vache a produit 4 litres de lait par jour dans les conditions normales. Une vache laitière produit en moyenne 28 litres de lait par jour sur une période de 10 mois. Durant le pic de lactation, les vaches laitières à fort rendement peuvent produire jusqu'à 60 litres de lait par jour et jusqu'à 12 000 litres sur toute leur lactation. Donc sur toute la période où elles ont du lait, elles peuvent produire jusqu'à 12 000 litres de lait. Les mammites, qui sont des infections des mamelles, et les problèmes de fertilité sont également courants. On assiste aujourd'hui à des élevages de masse qui ont bien sûr un lot de conséquences. On assiste, pour prendre juste l'exemple de la France, qui est un pays européen très développé, on constate en France, comme dans le reste de l'Europe d'ailleurs, l'apparition de projets de méga élevage, où les vaches ne se comptent plus par dizaines, mais par centaines de milliers. Du fait de ce changement donc, d'échelle qui est énorme, changement drastique, il est impossible dans ces élevages d'avoir un accès à un pâturage et les vaches restent enfermées toute la journée. C'est rare de voir maintenant des vaches dans les prés, comme l'image qu'on s'en fait, des vaches qui broutent l'herbe librement à l'air. Non, maintenant les vaches sont confinées dans des espaces restreints et donc elles sont enfermées là toute l'année. Pour qu'elles produisent suffisamment de lait, les vaches doivent mettre bas d'un veau tous les ans, dès l'âge de 2 ans. Donc, dès qu'elles ont atteint l'âge de faire des bébés, on leur fait faire des bébés donc, tous les ans afin qu'elles puissent donc produire du lait. Oui, parce qu'il faut qu'elles aient un petit pour qu'il y ait le lait. Si elles n'ont pas un bébé, elles ne peuvent pas produire de lait. Exactement, c'est ce que nous avons dit. Une vache ou une femelle ne produit pas de lait si elle n'a pas de bébé. Donc, pour qu'elle puisse produire du lait, il faut lui faire des bébés, faire des bébés régulièrement. Donc, les vaches, on leur fait faire des bébés tous les ans, dès l'âge de 2 ans. Elles sont en général donc, inséminées artificiellement 3 mois après avoir mis à bas de leur veau. Les veaux leur sont retirés 1 ou 2 jours donc, après la naissance. Nous sommes loin donc de l'image dont je parlais tout à l'heure, que l'on a du fermier qui a quelques vaches, qui va traire le matin et puis il vend son lait au village, etc. Cette image que l'on a ne remonte pas si loin finalement, à une époque où le lait que les hommes consommaient était un lait de qualité. Alors oui, je ne peux pas m'empêcher de réagir, je réagis souvent. Tu as dit qu'une vache normalement était censée produire 4 litres de lait par jour. Donc à aujourd'hui, selon ce que j'entends, on force les vaches à produire 7 fois plus que ce qu'elles devraient produire. Par là, oui. Et donc forcément, la vache est forcément malade. On l'oblige à avoir des bébés, à faire un petit pour qu'il y ait du lait, et on l'oblige à produire 7 fois plus de lait. Donc forcément, les vaches sont malades, les mamelles ne supportent plus, les infections, etc. Et de ce fait, le lait n'est pas de bonne qualité. D'accord. Et on a vu les conseils d'Ellen White, dont on parle souvent, cet auteur du 19e siècle, qui nous parle donc du lait. Et elle nous recommande, donc, elle a souvent recommandé l'usage d'un peu de lait dans l'alimentation. En attendant, dit-elle, le temps où les animaux seraient trop malades pour que nous en consommions. Il nous est dit dans le livre j'avais déjà cité ce livre-là, Conseils pour la nutrition et les aliments, à la page 597, et il nous est dit, bien qu'on ne considère pas le lait pris en grande quantité et habituellement avec le pain comme étant le meilleur article alimentaire, cet auteur nous accorde surtout de l'importance, elle fait vraiment attention à l'état sanitaire. Nous devons faire attention donc à l'état sanitaire, la santé des animaux dont nous consommons le lait, qui doit être, donc l'état sanitaire doit être le meilleur possible pour une vache dont nous consommons le lait. Elle nous dit également
en parlant de son exemple, elle dit « Nous avons toujours employé un peu de lait et un peu de sucre et nous n'avons jamais critiqué cela, ni dans nos écrits, ni dans nos prédications. Nous pensons que le bétail, par contre, deviendra un jour tellement malade que nous devrons nous passer de ces choses. » Elle continue, elle dit « Les animaux qui fournissent le lait ne sont pas toujours sains, ils peuvent tomber malades. Une vache peut paraître en santé le matin et mourir avant la nuit. Elle était donc malade le matin au moment de la traite, mais on l'ignorait. Toute la création animale, tous les animaux qui existent, toute la création animale est soumise à la maladie. Ainsi donc, les aliments carnés peuvent être atteints. Si on emploie du lait, il doit être donc parfaitement stérilisé. Grâce à cette précaution, il offre moins de dangers. Le beurre n'est pas aussi nuisible en tartine que dans les aliments, mais il vaudrait mieux en principe s'en passer tout à fait. Le fromage, quant à lui, est encore plus sujet à caution. Il est tout à fait impropre à l'alimentation. Ce sont là des conseils qu'elle nous donnait il y a de cela plus d'un siècle. Au 19e siècle. Il y a de cela plus d'un siècle. Et la viande n'était pas aussi malade, les animaux n'étaient pas aussi malades Aujourd'hui. Et elle le savait déjà. Exactement. Donc nous prenons ces conseils quand nous voyons aujourd'hui ce qui se passe. Nous voyons donc que le lait que l'on consommait à l'époque biblique, quand on a pris l'exemple de la Bible, ou David, etc., ou même il y a 100 ans, à l'époque d'Ellen White, n'est plus la même. Le lait que l'on consomme aujourd'hui n'est plus du tout le même que celui de l'époque. Alors, y a-t-il un risque de consommer des produits laitiers et un risque à ne pas le consommer? Si on en consomme, est-ce qu'il y a un risque? On court un risque. Et si on n'en consomme pas, est-ce qu'on sera malade de ne pas avoir consommé des produits laitiers? Eh bien, c'est un grand débat. Grand débat entre les défenseurs des produits laitiers, qui sont en général les utilités publiques, et les défenseurs d'une alimentation exempte de tout produit provenant du lait. Il est à noter que ceux qui ne consomment pas de produits laitiers ne sont pas tous végétaliens. Certaines personnes ont des végétaliens, je rappelle ce que c'est qu'être végétalien, c'est une personne qui ne consomme pas de produits animaux du tout, ni œufs, ni lait, etc. Parfois même pas de miel, aucun produit animal. Donc, il est à noter donc, que les personnes qui ne consomment pas de produits laitiers ne sont pas forcément végétaliennes. Certaines personnes ont des intolérances au lactose et elles ne peuvent pas consommer le lait animal. Mais elles n'ont par exemple pas de problème quand elles mangent la viande de cet animal. Donc, elles peuvent ne pas consommer le lait, mais elles consomment peut-être la viande. Donc, la science également nous le dit par le simple fait que la plupart des adultes ne sont pas faits pour consommer du lait régulièrement. Il nous est dit une grande partie de la population adulte mondiale, environ 70%, est intolérante au lactose en raison du déficit d'une enzyme qui s'appelle la lactase. Toutefois, beaucoup de produits laitiers ne contiennent pas le lactose ou très peu, comme les fromages. Le lactose provoque des troubles digestifs chez presque toutes les populations de souche non européennes. Donc certaines personnes sont intolérantes au lactose. L'étude d'une large cohorte en Finlande a mis en évidence une plus grande mortalité chez les buveurs de lait. Le lactose ou son composant, le galactose, serait en cause, contribuant à un vieillissement accéléré par stress oxydatif et par inflammation. La caséine, qui est la protéine du lait, peut être aussi cause d'allergie comme d'autres protéines du lait. Le lait contient de l'hormone de croissance du veau, qui peut avoir un effet de croissance également sur l'être humain par circulation interne. En plus de provoquer une croissance supérieure en taille, elle est évoquée également comme cause supplémentaire de cancer et d'autres maladies. Alors, qu'est-ce que c'est l'hormone de croissance du veau? L'hormone de croissance, c'est l'hormone qui permet au veau de grandir. Nous avons tous des hormones de croissance, ce sont des hormones qui nous aident à grandir. Mais il faut savoir que les hormones de croissance du veau ne sont pas les mêmes que les hormones de croissance. Vous avez déjà vu un veau? Des êtres humains, exactement. Un veau prend du poids, déjà la naissance il est déjà beaucoup plus gros et il prend du poids très vite. Nous, il nous faut déjà 1 an pour atteindre une petite hauteur et ensuite, etc. Donc on se développe beaucoup plus lentement que le veau. Donc parallèlement, et pour les mêmes raisons, plusieurs études montrent qu'une consommation plus élevée en produits laitiers induit une puberté plus précoce chez les filles. Elles vont grandir et grossir, se développer beaucoup plus vite. On entend souvent qu'il nous faut notre dose de calcium et ainsi, nous sommes dans l'obligation de consommer des produits laitiers. Alors, s'il est vrai que l'homme a besoin de calcium, il est vrai aussi que la surconsommation de calcium semble être un facteur de risque établi dans les cas de cancer. Plusieurs études scientifiques retiennent le lait comme facteur de risque pour les cancers qui sont hormonaux dépendants, comme les cancers de la prostate, les cancers des ovaires ou les cancers du sein. Nous voyons donc que le lait n'est pas un aliment de choix dans l'alimentation des adultes. Quels sont donc les risques d'une alimentation
sans produits laitiers? On peut se poser la question. Parce que certaines personnes vont dire, mais on est obligé, si on n'en mange pas, qu'est-ce qui va se passer? Le calcium, par exemple. Alors, comment faire pour le calcium, justement? Exactement. C'est une question que ne se posent pas ceux qui n'en ont jamais consommé, par exemple. Par exemple. En revanche, dans le cadre d'une réforme sur les produits laitiers, il faut s'assurer de conserver l'équilibre des apports nutritionnels et de remplacer correctement et suffisamment les nutriments que l'on n'aura plus, car on ne consomme plus de lait, par exemple le calcium ou le phosphore notamment. Alors, ce que tu veux dire de manière un peu imagée, c'est que le calcium ne se trouve pas que dans le lait. Ça, c'est important de le noter, ça. Parce que la première chose qu'on dit à une personne qui ne consomme plus de lait, dit « Oh là là, mais comment tu vas faire? Tu vas être déficient en calcium. » Le lait, le calcium ne se trouve pas que dans le lait. Et rappelez-vous, on a dit que le Dieu créateur qui a créé toutes choses, il sait donc que nous avons besoin de calcium parce que c'est lui qui a créé le calcium et c'est lui qui a créé ce corps qui fonctionne aussi avec du calcium et d'autres minéraux et d'autres vitamines. Et donc, les choses qu'il a créées pour être mangées, il les a créées avec tout ce qu'il faut dedans. C'est-à-dire que lorsque vous ne mangez pas de produits animaux, par exemple, que vous ne mangez que des produits végétaux, le calcium dont vous avez besoin se trouve aussi dans les produits végétaux. Il faut savoir où les trouver, comment les agencer, pour ne pas avoir de carence de calcium. Et encore une fois, ne faites pas de choses de manière précipitée, ne laissez pas tomber le lait parce que vous avez dit « Oh là là, le lait c'est mauvais, on va laisser tomber ». Assurez-vous d'avoir votre apport en calcium, d'équilibrer toutes les choses avant de passer radicalement à une réforme quelle qu'elle soit. Exactement. Alors, des personnes ne consommant pas de produits laitiers sont parfois vues comme des extrémistes. Qu'en est-il? C'est vrai. C'est vrai, parfois les personnes qui ne consomment pas de produits laitiers sont vues comme des extrémistes car la culture du lait est profondément ancrée. Nous en consommons depuis des millénaires et comme nos ancêtres n'en mouraient pas, au contraire, nous avons du mal à voir le mal à continuer à en consommer. Prenons le cas des personnes qui ne consomment pas de lait du tout et voyons si cela est extrémiste ou bien si cela a du sens. Les pays asiatiques, exception faite de l'Inde, n'en consommaient traditionnellement pas sans souffrir de carences alimentaires. Au Japon, par exemple, où la population consommait très peu de produits laitiers, la population là-bas détient le record mondial de longévité selon l'étude du professeur Makoto Suzuki. L'espérance de vie à la naissance dépasse 85 ans pour les femmes et 78 ans pour les hommes. L'archipel japonais d'Okinawa, qui est très célèbre aujourd'hui, hébergeant un nombre exceptionnel de centenaires et surtout 15% des super centenaires mondiaux, donc super centenaire, ça veut dire quelqu'un qui vit plus de 110 ans, a plusieurs fois fait l'objet d'études scientifiques et d'ouvrages déclinant le régime sans viande et sans lait. Sans viande et sans lait. Il faut toutefois nuancer donc ces résultats en prenant en compte le tout formé par l'alimentation, donc les apports d'acides gras insaturés issus d'un régime donc à base de poissons gras, ainsi que les facteurs génétiques, climatiques, culturels et sociaux. De plus, les Japonais consomment traditionnellement des algues, des aliments très très nutritifs qui remplacent aisément le lait au niveau de l'apport en calcium. Nous voyons donc que les personnes qui vivent le plus longtemps ne consomment pas de lait ou de viande. Est-ce donc extrémiste de vouloir être en meilleure santé? Ben non, je ne pense pas. Et donc tu viens de donner un des exemples des aliments dans lesquels on peut trouver du calcium, les algues. Manger des algues, c'est très bon. Il y a certaines personnes mangent du poisson, par exemple, et donc on peut trouver du calcium dans d'autres types de nourriture plutôt que de absolument vouloir consommer du lait qui, pour les raisons que tu viens de donner, on voit qui n'est pas propre à la santé des adultes, en tout cas, de plusieurs personnes. Alors, y a-t-il une différence entre les différentes formes de produits laitiers? Parmi les produits laitiers, on va rappeler ce qu'on entend par produits laitiers. Parmi les produits laitiers, on retrouve donc le lait, la crème glacée ou la glace comme on appelle, le beurre, les laits fermentés, les yaourts, les fromages, la caséine, le babeur, le lactosérum, et le milkshake. Donc tout ça font partie donc de la famille des produits laitiers. Ils ont tous des propriétés différentes. Le lait, par exemple, a différentes propriétés en fonction qu'il soit concentré, sucré, qu'il soit du lait cru, qu'il soit du lait entier, crémé, etc. Les yaourts, c'est pareil. Ils ont différentes propriétés, qu'ils soient standards, des yaourts aux fruits, des yaourts aromatisés, des crèmes dessert, etc. Les fromages également sont différents.
Le fromage blanc nature ne va pas être la même chose, par exemple, qu'un camembert ou bien un roquefort. Donc nous voyons que chacun de ces produits a des propriétés différentes. Ils auront donc des apports en glucides différents, en lipides différents, donc le niveau de gras, le niveau de sel, le niveau de sucre, en tout cas d'apport glucidique, sera différent, même dans les minéraux, que l'on consomme du lait, du fromage ou bien du yaourt, etc. Ce ne sont pas le même apport. Il n'y a pas le même taux de calcium dans le lait qu'il y a dans le yaourt. Il n'y a pas le même taux de sel dans le lait qu'il y a dans le fromage, par exemple. Donc, toutes ces choses à rechercher pour voir donc quelles sont les quantités d'apport de nutriments que l'on va retirer des produits laitiers. Mais effectivement, oui, ils sont vraiment tous... Et nous voyons, sans te couper, nous voyons que des efforts sont faits, notamment au niveau du fromage, pour l'apport en gras. Alors, beaucoup de fois, nous voyons dans les supermarchés et partout, 45% de matière grasse, à 15% de matière grasse, allégée en matière grasse ou en sel, etc. Donc nous voyons que aussi au niveau de l'apport du gras sur certains types de produits laitiers, il y a des efforts qui sont faits au niveau du beurre par exemple, au niveau du fromage et des choses comme ça. C'est vrai, il y a des efforts qui sont faits au niveau donc du gras, au niveau du sel, etc. Parce qu'on se rend bien compte qu'une trop grande consommation, car on fait une très grande consommation de lait, que ce soit en yaourt, en fromage, etc., surtout dans les pays industrialisés, on se rend compte donc qu'il faut mettre un frein et pouvoir gérer ce taux de sel, ce taux de sucre qui va nous apporter, pas de sucre, de graisse, qui va nous apporter du cholestérol, qui va nous apporter toutes sortes de maladies, etc. Mais rappelons-le, le problème des produits laitiers, oui, le sel, le gras, etc., mais le plus gros des problèmes des produits laitiers, c'est vraiment la provenance du lait et la qualité du lait que nous consommons. Donc plus que le gras, plus que le sel, c'est vraiment les substances nocives que l'on va trouver dans le lait et que nous ne désirons pas trouver dans le lait. On en reparlera plus loin, certainement, mais comme nous disions, si l'animal est malade, tout son sang, tous les éléments nocifs qui se trouvent dans cet animal malade sera passé dans son lait. Quand une maman est malade et qu'elle prend un médicament, tout ce qu'elle prend passe dans son lait. Voilà pourquoi on conseille aux femmes qui allaitent de ne pas consommer de médicaments, de faire attention à ce qu'elles mangent, parce que tout ce qu'elles vont prendre va se retrouver dans le lait. Donc vraiment, il est vrai qu'il y a des efforts qui sont faits au niveau des industriels pour pouvoir réduire les quantités de gras, réduire les quantités de sel, mais le vrai problème des produits laitiers, c'est vraiment la qualité du lait que l'on va prendre et être sûr de la provenance du lait que l'on consomme. Et si on peut en consommer le moins possible, le mieux on s'en portera. Alors, par effet de concentration, moi je dirais également que par effet de concentration, la nocivité de ce que l'animal subit au niveau de la maladie, ou etc., va se retrouver parfois multiplié, doublé ou décuplé dans le lait par effet de concentration, par manipulation et par le fait d'avoir travaillé sur le lait. Ça peut justement au contraire rendre la nocivité plus puissante que ce qu'elle n'était quand elle était dans le veau, dans la vache, etc. Alors, autre chose, le lait est partout, nous l'avons dit, le lait c'est un aliment très consommé. Celui qui veut faire la réforme du lait doit y aller tout doucement, petit à petit, au fur et à mesure, parce que si vous êtes comme moi qui ai fait cette réforme-là depuis des années, vous allez vous en rendre compte qu'il est vraiment partout. Alors quand on parle de lait, on ne parle pas forcément du bol de lait de céréales que vous prenez le matin avec votre chocolat. Nous parlons de ça, bien sûr, mais nous parlons du yaourt, du beurre, etc. Ce que Cindy vient de dire, ça également, ce sont des produits laitiers. Mais vous allez vous rendre compte que dans beaucoup de produits déjà cuisinés que nous achetons, il y a forcément du lait. Il y a du lait vraiment partout. Vous allez acheter un paquet de biscuits, il va y avoir du lait dedans. Vous allez acheter un paquet de céréales, il y a déjà du lait dedans avant même que vous en rajoutiez. Certaines sauces, par exemple, j'achète une sauce tomate au supermarché, je regarde les ingrédients, du lait. J'achète du pain, je regarde les ingrédients, du lait. Peu importe ce qu'on va acheter, pratiquement tout ce qu'on va acheter aujourd'hui, il va y avoir du lait caché. Alors c'est là qu'il faudra faire attention pour ceux qui désirent faire la réforme du lait, pour ceux qui désirent passer à autre chose, à un autre type d'aliment plutôt que de consommer du lait. Si vous voulez réduire le lait, si vous voulez supprimer le lait de votre alimentation, faites très attention au lait caché. On a parlé de ça en parlant du sucre la dernière fois. Nous avons parlé de cela également en parlant du sel. À aujourd'hui, avec l'industrie agroalimentaire,
comme Cindy l'a dit tout à l'heure, dans une dynamique de profit ou d'autre chose, moi je ne sais pas, nous voyons que souvent les choses sont faites à notre place. Les choses nous sont portées comme sur un plateau d'argent. Tu veux manger des biscuits, il n'y a pas de problème, c'est déjà fait, c'est cuisiné, c'est bon, il y a déjà tout ce qu'il faut dedans, tout ce que tu aimes est déjà dedans. Alors il n'y a pas de problème. Donc méfie-toi, méfiez-vous, chers amis, parce que dans les choses qui sont déjà dans les choses cuisinées qu'on achète toutes prêtes au supermarché, il y a forcément des choses cachées, comme du sel caché, du sucre caché, du lait caché. Donc, il faut lire les ingrédients et y aller petit à petit, sans être extrémiste. Cela prend du temps. Moi, cela fait une douzaine d'années, 14 ans même bientôt que j'y suis. Cela prend du temps, mais petit à petit, faites une réforme, petit à petit. Ne soyez pas extrémiste, ne dites, oh là là, le lait c'est mauvais, à partir de maintenant, j'en bois plus. Vous n'y arriverez pas comme ça. Cela ne sert à rien. Nous l'avons dit la dernière fois, si l'habitude est déjà mauvaise, si vous avez déjà pris le mauvais pli, il faut s'asseoir 2 minutes, réfléchir, se poser la question, prier, demander au Dieu créateur de vous aider à déjouer les pièges, parce que forcément il y aura quelques pièges sur votre parcours, et à ce moment-là, vous serez beaucoup plus réfléchi, vous aurez beaucoup plus de recul pour pouvoir implanter une vraie réforme. Alors Cindy, comme d'habitude, bien sûr, je pose la question. Nous parlons toujours des maladies liées à l'alimentation. On va y arriver, bien sûr. Y a-t-il des maladies liées à la consommation de produits laitiers? Oui, il y a des maladies liées à la consommation de produits laitiers. Les études sont nombreuses et variées, mais on peut déjà dresser cette liste. Les produits laitiers, y compris donc le lait, le fromage blanc, le yaourt, le kéfir, la crème glacée, etc., sont liés à toutes sortes de maladies, dont les maladies cardiovasculaires, dont nous avons déjà parlé, les maladies du cœur et des artères, les maladies auto-immunes, le cancer, les allergies, l'asthme, je le redis, l'asthme, les maladies de l'appareil digestif, les problèmes de thyroïde, les maladies neurologiques, etc. Le lait peut causer des problèmes de plusieurs manières. Premièrement, par la sensibilité à la caséine, une protéine qui crée de grands ravages similaires à ce que fait le gluten du blé et d'autres céréales. Par les allergies au lait qui peuvent se juxtaposer au problème qu'on vient de voir de la sensibilité à la caséine. Par l'intolérance au lactose. Par exemple, beaucoup de bébés sont intolérants au lactose. On leur donne souvent du lait de vache à la naissance et on voit qu'ils ont beaucoup de régurgitation, etc. Souvent, on force ou bien on change de lait, etc. Mais souvent, c'est une intolérance au lactose déguisée qu'on ne décèle pas. Un changement de lait serait tout à voir avec le médecin si un changement de lait ne serait pas bénéfique donc pour l'enfant. Par la nourriture que mange le bétail, qui peut contenir entre autres choses des substances toxiques provenant des céréales ou de la nourriture OGM, qui sont des organismes génétiquement modifiés. Le bétail peut également contenir des hormones, des antibiotiques, des pesticides, des infections, etc. Donc toutes ces choses peuvent se retrouver dans le lait et causer des maladies. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne fera jamais le lien entre cette jolie crème glacée ou ce beau bol de lait de céréales, et je sais de quoi je parle, ce beurre sur la tartine ou ce fromage sur la pizza. On ne fera jamais le lien entre cela et de l'asthme et des problèmes respiratoires dont je souffre, ou l'eczéma dont je souffre, ou toutes sortes de problèmes de peau, de problèmes digestifs, j'ai du mal à digérer, ou j'ai souvent des ballonnements, j'ai souvent des remontées d'acide. On ne fera jamais le lien entre ce petit yaourt du matin au petit déjeuner et ces problèmes que j'ai. Or, les deux sont souvent liés. Alors, j'ai parlé tout à l'heure à ceux qui désirent faire la réforme du lait et puis en consommer moins, voire pas du tout. Alors, quels sont les substituts aux produits laitiers? Comment faire? Comment faire pour remplacer le lait? Bonne question. Eh bien, comme nous le disions au début, il existe de nombreuses boissons par lesquelles le lait peut être remplacé. Ainsi, les boissons au soja, à l'amande, au riz, à la noix de coco sont très efficaces pour remplacer le lait liquide. S'il est possible de les acheter enrichis en vitamines et en minéraux, c'est bien aussi. Donc parfois une boisson au soja simple ou bien parfois une boisson au soja ou à l'amande qui est au calcium. On voit marqué sur le paquet au calcium, c'est des boissons qui ont été enrichies avec d'autres minéraux importants pour la santé. L'important donc est d'avoir une consommation de calcium suffisante associée à la vitamine D, car le calcium tout seul, ça ne sert à rien. Il faut également de la vitamine D pour fixer le calcium donc, sur les os. Voici donc les aliments de la nature qui sont riches en calcium. Donc nous avons les produits de la mer, tels que les algues, qui sont très riches en calcium. Nous avons également les fruits, savoir que les oranges sont riches
en calcium. Les figues également et les abricots secs riches en calcium. Une orange, par exemple, c'est 52 mg de calcium juste pour une orange. Les figues, par exemple, pour 3 figues, vous avez 64 mg de calcium. Et les abricots secs, pareil, 40 mg donc pour 100 g. Également, nous pouvons trouver du calcium dans les fruits secs à coque, tels que les amandes, très riches en calcium, les noix, 104 mg, les pistaches et les noix du Brésil et les noisettes qui détiennent la palme avec 226 mg de calcium. Les légumes comme le cerfeuil frais, le chou cru, le cresson, les blettes, les épinards frais, les algues. En général, vous avez remarqué dans tous les légumes que je viens de citer, tous les légumes très verts. Les légumes qui sont à peau verte foncée ou vert, en tout cas riches en calcium. Les algues comme la spiruline ou l'algue kombu sont très riches en calcium. Nous avons également les légumes secs qui sont de bonnes sources de calcium comme les haricots blancs ou bien les haricots rouges avec 113 g de calcium, les pois chiches 124 g, les lentilles ou bien même le soja. Certaines herbes aromatiques également contiennent du calcium. En revanche, il n'est pas possible d'en manger une grande quantité. On ne va pas me rendre 100 g de persil ou bien 100 g de ciboulette comme les fruits ou comme les légumes. Donc mettez-en un petit peu dans vos plats et en plus d'être bonne pour la santé, elle donne du goût et elle relève. Nous avons parlé récemment donc du goût, nous avons parlé des épices. Mettez quelques herbes aromatiques. Non seulement elles sont bonnes pour le goût, mais en plus elles apporteront du calcium. Les plus riches en calcium sont l'aneth, l'origan, la menthe, le thym, la sauge, le persil, le basilic. Et comme nous disions la dernière fois, si on ne peut pas avoir de jardin, par exemple, il est possible d'avoir un petit pot à fleurs, et au lieu de cultiver des plantes, on fait pousser de la ciboulette ou du persil ou du basilic, on le met dans la cuisine, ça se conserve très bien. Et chaque fois, on coupe un petit bout pour mettre dans les plats, ce sera beaucoup plus nutritif donc qu'une herbe sèche qu'on aurait achetée dans un petit bocal au supermarché. Nous voyons également que le pain complet est une bonne source de calcium. 150 mg pour 100 g de pain complet. Il contient aussi des vitamines, des glucides à index glycémique bas et des minéraux. Donc pour les personnes qui sont atteintes de diabète, etc., privilégiez le pain complet car il vous apporte des nutriments en plus donc de vous donner un indice glycémique bas. Il va maintenir votre glycémie au plus bas et ainsi vous apportera donc toutes sortes de bons minéraux, y compris donc le calcium. Certaines eaux minérales sont de bonnes sources de calcium. On a l'Épar qui est très célèbre, le Courmayeur ou bien Contrex sans faire de pub, mais ce sont des eaux qui sont riches en calcium. Les graines de sésame sont riches en calcium et les graines de chia également, donc la poudre de cacao. Je n'ai pas dit le chocolat, j'ai dit la poudre de cacao. Pour les plus gourmands, on peut en ajouter le matin au chocolat ou en ajouter dans ses desserts, etc. C'est également une très bonne source de calcium. Donc pour information, un adulte a besoin de 900 mg de calcium par jour. Les adolescents, les femmes ménopausées et les personnes âgées ont besoin d'environ 1200 mg de calcium par jour. Donc ça augmente quand on prend de l'âge ou bien quand on est en pleine croissance. En ce qui concerne le goût ou la texture, de nombreuses recettes sont possibles à base de noix de cajou ou bien de levure de bière, on appelle aussi une levure nutritionnelle, pour remplacer donc le fromage, car parfois on se dit mais j'aime bien le petit goût fromager, etc. Donc de nombreuses recettes existent, regardez-les en ligne, pour remplacer donc le fromage par des noix de cajou ou bien donc par la levure de bière. Encore une fois, la meilleure démarche avant toute réforme, que ce soit le lait ou que ce soit toute autre réforme, la meilleure et la première démarche est de prier Dieu pour nous éclairer sur le sujet et donc nous aider à tout faire pour être en bonne santé, pour sa gloire. Donc je prie vraiment que Dieu nous aide dans cette réforme. Très bien, merci Cindy pour la réponse à tes questions. Je pense que ça a été suffisamment clair, on a compris un peu où ça nous mène tout cela, pourquoi le lait est devenu, sans le diaboliser, est devenu très nocif pour la santé à aujourd'hui et qu'on ne peut pas faire confiance au lait tel qu'il est là, comme cela, qu'on doit chercher à savoir, à comprendre comment ça marche. Et de toute façon, essayer comme on peut de le distancer autant que possible. Et privilégier d'autres sources naturelles de calcium, d'autres sources naturelles qui vous apportent un équilibre au niveau des minéraux, au niveau des vitamines, etc.
et qui sera beaucoup plus bénéfique pour votre santé. Alors, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre fidélité. Continuez de nous suivre. Nous n'avons pas fini avec vous. Nous n'avons pas fini avec nous-mêmes. Et le Dieu créateur n'en a pas encore fini avec nous. Il veut nous continuer, vous en rappelez ce qu'on a dit ce matin, à nous élever, nous faire monter sur les marches les plus hautes, afin que nous soyons en meilleure santé possible. Merci de votre fidélité et à bientôt. À bientôt. Au revoir.